Et si dès l'aube, l'Afrique décidait enfin de ne plus demander la permission? Imaginez, dans le silence dense de Ouagadougou, une colonne de blindés venus de Chine fend la ville. Aucun conseiller occidental, aucun objectif de caméra, aucun regard étranger pour applaudir. Juste un grondement sec et une évidence glaciale. L'Afrique de l'Ouest vient de franchir une ligne interdite. Pour bien mesurer la portée de cet événement, il faut revenir sur la signification profonde d'un tel geste. Depuis l'époque coloniale, ce genre de manœuvre militaire, sans validation extérieure, était impensable. Rappelons-nous, lors de la crise ivoirienne des années 2000, chaque déploiement militaire devait être avalisé par Paris ou l'ONU. À l'époque, même les plus puissants, comme la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, devaient composer avec les injonctions internationales. Or, aujourd'hui, à Ouagadougou, personne n'a demandé la permission. Quelques jours plus tard, le monde sidéré assiste à la saisie d'un avion militaire nigérian sur le sol burkinabé. Pour Abuja, c'est une humiliation, enveloppée d'ambiguïté et de suspicion, qui expose une vérité longtemps dissimulée. L'autorité du Nigeria n'est plus indiscutable. Derrière les portes closes des chancelleries, la panique monte. Mais cette fois, l'Afrique ne recule plus. Il faut rappeler qu'avant cet incident, le Nigeria était souvent considéré comme le gendarme de la région. À titre d'exemple, lors de l'intervention de la CEDEAO au Libéria dans les années 90, c'était le Nigeria qui pilotait l'opération ECOMOG, assurant la stabilité régionale avec l'appui logistique et financier des puissances occidentales. Aujourd'hui, voir un appareil nigérian immobilisé par un pays autrefois marginalisé comme le Burkina Faso bouleverse tous les repères hérités de cette époque. Ce sont des secousses discrètes, presque muettes, mais leurs ondes fissurent toute l'architecture du pouvoir régional. Le vieux système, celui qui exigeait l'aval d'autrui, se lézarde sous nos yeux. L'image d'une Afrique soumise, dépendante des regards extérieurs, s'efface. À sa place, une réalité neuve s'impose. Le continent veut écrire sa propre histoire, sans tutelle ni consignes importées. Prenons l'exemple de la Guinée, qui en 2021 a décidé d'expulser tous les conseillers militaires étrangers de ses bases stratégiques. Cette décision, passée quasiment inaperçue hors du continent, a pourtant marqué le début d'un mouvement plus large d'affirmation de souveraineté. Ce qui se produit aujourd'hui au Burkina Faso s'inscrit dans ce sillon. Attention pourtant, derrière ces gestes spectaculaires, il n'y a plus qu'une redistribution de cartes militaires. Le vrai enjeu, c'est la possibilité, pour toute une région, de devenir actrice de son destin. Défendre sa dignité, négocier ses alliances à ses propres conditions. Rater ce tournant, ce serait perdre la chance de participer à la naissance d'une Afrique souveraine, et avec elle perdre la maîtrise de notre sécurité, de nos ressources, de nos opportunités futures. Pour illustrer ce point, rappelons le cas de l'Éthiopie, qui, lors de la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, a dû affronter pression et menaces de plusieurs puissances, mais a tenu bon, imposant ses propres termes au dialogue régional. C'est cette capacité de résistance qui est désormais en jeu en Afrique de l'Ouest. Nombreux sont ceux qui n'ont vu dans ces chocs qu'une suite d'accidents ou de provocations. Pourtant, ils annoncent un basculement irréversible, et ce n'est qu'un commencement. Prenons le cas du Rwanda après le génocide de 1994. Le pays, brisé mais déterminé, a refusé l'assistanat perpétuel et s'est engagé dans une reconstruction souveraine, privilégiant la justice locale, Gakaka, et une politique étrangère autonome, même contre l'avis de certains bailleurs. En Afrique de l'Ouest, une dynamique similaire de refus de la dépendance s'instaure. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir sur les tensions et les choix qui ont conduit à ce point de rupture. Pendant des décennies, qui décidait vraiment du sort africain ? À première vue, l'Afrique de l'Ouest semblait autonome, pilotée par ses propres institutions. Pourtant, chaque alliance, chaque mission de paix, chaque aide désintéressée tissait une toile invisible de dépendance, où l'amitié affichée masquait un subtil contrôle extérieur. On peut évoquer par exemple le système du franc CFA, où les décisions monétaires majeures étaient encore, il y a peu, prises à Paris. Cette dépendance structurelle n'était pas seulement économique, mais aussi politique et symbolique. Ce système portait un surnom, le modèle de permission. Rien d'essentiel ne pouvait se faire sans un feu vert venu d'ailleurs. Opérations militaires, accords énergétiques, nominations stratégiques, tout passait par des circuits d'approbation silencieux, souvent pilotés depuis Paris, Washington ou Bruxelles. Il suffit de se rappeler l'intervention au Mali en 2013.
L'opération Serval, menée par la France, n'a été possible qu'après de longues tractations diplomatiques, où chaque acteur africain devait s'aligner sur l'agenda de la puissance européenne. L'autonomie stratégique restait alors un mirage. Au centre de ce dispositif, le Nigeria s'imaginait géant indétrônable. Fort de ses alliances occidentales, de sa démographie et de son rôle d'arbitre, Abuja croyait sa position inébranlable. Sécurité, diplomatie, économie, l'influence nigériane semblait absolue, soutenue discrètement par les puissances étrangères. Face à lui, le Burkina Faso paraissait condamné à la marge. Fragile, dépendant de l'aide internationale et rarement perçu comme moteur de changement, il n'était ni une menace ni un acteur décisif. Son destin semblait tracé, être protégé, assisté, encadré, mais cette façade dissimulait une illusion, celle d'un continent tenu pour incapable de choisir sans validation extérieure. Ce modèle a permis à certains États de s'enrichir, mais il a aussi étouffé la souveraineté et la dignité de millions d'Africains. Fermer les yeux sur cette toile de fond, c'est ignorer la portée réelle du choc actuel, car la crise qui secoue aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest n'est pas une simple turbulence. C'est un effondrement des vieilles certitudes, un séisme dans la manière dont le pouvoir se décide et se conteste. L'enjeu dépasse la rivalité entre deux pays. Il s'agit enfin pour l'Afrique de décider pour elle-même sans demander la permission. Mais qu'a-t-il fallu pour fissurer ce système et précipiter une crise sans précédent ? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cœur de l'incident qui a tout déclenché, la saisie de l'avion nigérian à Ouagadougou. Ce geste, loin d'être anodin, a ouvert une brèche dans l'ordre établi. Deux secousses résonnent et tout bascule. Que s'est-il passé au Burkina Faso, au Nigeria ? À peine le monde s'est-il retourné que l'Afrique de l'Ouest s'éveille sur une scène méconnaissable, où l'ancien ordre vacille. La première onde de choc s'abat dans le silence. Au petit matin, sans caméra, des blindés flambant neufs, venus de Chine, glissent dans les rues de Ouagadougou. Aucun communiqué, aucun observateur occidental pour commenter. Il s'agit d'un transfert de puissance discret, assumé, loin des vieilles routines d'annonces et de validation extérieure. Par comparaison, rappelons le cas du Vietnam dans les années 70 qui, après le retrait américain, a su réorganiser son armée et ses alliances, sans l'aval de Moscou ou de Pékin. Le Burkina Faso, à son échelle, adopte aujourd'hui une posture similaire d'affirmation autonome. Derrière la poussière soulevée, une rupture s'affirme. Le Burkina Faso, sans équivoque, revendique le choix de ses alliances et de sa défense. Désormais, la vie des autres ne compte plus. C'est une affirmation de souveraineté, imposante, irréversible. Quelques heures plus tard, une deuxième secousse frappe. Un avion militaire nigérian est saisi sur le sol burkinabé. Ce n'est pas un simple incident, c'est la révélation brutale d'une fissure longtemps niée. Là où régnait jadis la coordination, l'édifice s'effondre. La confiance régionale, déjà fragile, se brise sous les yeux du Nigeria, longtemps pilier et arbitre incontesté de la sous-région. Pour Abuja, l'humiliation est double. La perte de prestige international et la découverte soudaine que les garanties tacites des alliés occidentaux ne valent plus grand-chose. Dans le secret, une demande d'assistance atterrit sur les bureaux européens et américains. La réponse ? Froide, distante, un silence lourd de sens. L'ère des soutiens automatiques touche à sa fin, imposant un réveil régional sans précédent. Chaque acteur doit désormais compter sur ses propres forces ou accepter la marginalisation. L'Afrique de l'Ouest entre dans une ère où la dépendance n'apporte plus de sécurité, mais expose au risque. C'est le même mécanisme qui a frappé la Grèce lors de la crise de la zone euro. Croyant pouvoir compter sur des appuis inconditionnels, elle s'est retrouvée seule face à l'austérité imposée. Le Nigeria, à son tour, fait l'expérience de ce désengagement brutal des partenaires extérieurs. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré orchestre cette nouvelle donne. Il rompt d'un seul geste avec la logique de dépendance qui figeait la sous-région depuis des décennies. C'est un défi frontal lancé à tous les équilibres hérités, une proclamation de souveraineté fondée sur des actes, non sur des discours. Les conséquences sont immédiates. Un rapport confidentiel circule. Les équipements reçus dépassent de loin les attentes. La qualité du matériel bouleverse le calcul stratégique dans la sous-région. L'ancien modèle de sécurité, bâti sur la médiation et le soutien conditionné, s'effondre face à cette réalité nouvelle. L'avantage bascule, le centre de gravité se déplace. Même les plus sceptiques doivent admettre la donne a changé. On peut comparer cette situation à l'ascension du Brésil dans les années 2000, lorsque le pays a commencé à développer ses propres équipements militaires, délaissant la dépendance à l'égard des fournisseurs traditionnels nord-américains.
Cette démarche a permis à Brasilia de s'imposer comme un acteur stratégique régional. Désormais, tout repose sur la capacité de chaque pays à défendre son autonomie et à préserver son influence sans filet. Sécurité, réputation, liberté d'action. Chaque erreur, chaque hésitation peut coûter cher, voire précipiter la marginalisation sur la scène régionale. Mais ce bouleversement n'est pas qu'une affaire de blindés et d'avions saisis. Il révèle une mutation profonde dans la manière dont l'Afrique de l'Ouest entend écrire sa propre histoire. Quand l'ancien centre s'effondre, que surgit à sa place? La question n'est plus théorique. Sous nos yeux, un bloc nouveau s'impose là où l'ordre d'hier s'est effacé. Burkina Faso, Mali et Niger synchronisent désormais doctrine, ambition et stratégie, forgeant une alliance inédite, le bloc AES, qui bouleverse tout l'équilibre ouest-africain. Pour donner un exemple historique, souvenons-nous de la création de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. Des pays autrefois rivaux ont uni leurs forces pour éviter la domination extérieure et bâtir un avenir commun. Le bloc AES, en Afrique de l'Ouest, vise une autonomie collective similaire. Ce n'est plus juste une coalition instrumentalisée par des puissances extérieures, ni une réaction défensive face à une menace exogène. C'est le sursaut d'États humiliés, marginalisés, qui décident de transformer la défiance en force propre. Leur dynamique n'est plus dictée par Paris, Washington ou Abuja, mais née d'une expérience partagée et d'une volonté farouche d'autonomie. La rupture se traduit concrètement. Le Nigeria, longtemps présenté comme la colonne vertébrale régionale, doit désormais s'ajuster à un jeu où il n'est plus l'arbitre incontournable. Son avion immobilisé à Ouagadougou marque ce basculement. L'ancien prestige ne suffit plus, l'ancienne hiérarchie s'effondre. Pour la première fois depuis l'indépendance, la sécurité régionale se construit sans l'aval des puissances étrangères, sans la validation d'anciennes alliances. Les observateurs, qu'ils soient européens ou africains, hésitent à nommer ce phénomène. Mais la fracture est irréversible. L'Afrique de l'Ouest n'attend plus la permission. Elle agit souvent en silence, mais avec détermination. Cette transformation va bien au-delà du militaire. Les retombées sont économiques, culturelles, politiques, psychologiques. Les réseaux commerciaux naissent hors des circuits traditionnels, les coopérations éducatives et techniques s'appuient sur des ressources locales, la narration de l'histoire change de ton et de centre de gravité. Prenons comme exemple les universités de Bamako, Ouagadougou et Niamey, qui développent désormais des cursus en langue locale, valorisant les savoirs endogènes et réduisant la dépendance à l'égard des manuels importés. Des écoles d'ingénieurs naissent, formant une jeunesse prête à relever les défis propres à leur contexte. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient une pratique quotidienne. Les armées assurent la maintenance de leurs équipements sur place, forment leurs propres techniciens, adaptent doctrine et innovation à leur réalité. Ce qui paraissait impensable hier devient aujourd'hui un savoir collectif, partagé et perfectionné. Pourtant, ce nouvel équilibre reste fragile. Refuser de s'adapter à cette mutation, c'est choisir l'effacement et perdre toute influence sur l'avenir. Les anciens chefs qui s'accrochent à l'ordre révolu se condamnent à l'oubli, tandis que ceux qui embrassent le mouvement peuvent espérer façonner le futur. Mais ce réveil de souveraineté n'est pas sans risque. Les lignes de front se déplacent et chaque choix engage bien plus que le simple rapport de force militaire. Si l'on se penche sur l'histoire de la Turquie au XXe siècle, on observe une dynamique similaire lors de la prise de contrôle des ressources pétrolières nationales dans les années 50. Affirmer son autonomie expose à des déconvenues, mais ouvre aussi la voie à une industrialisation rapide. Et si tout cela n'était qu'un prélude? La vraie révolution du Burkina Faso ne s'affiche pas seulement par les chars ou la rhétorique martiale. Elle se tisse dans les gestes quotidiens. Privilégier la production locale, apprendre et transmettre dans les langues du pays, rejeter les contrats qui bradaient tant les richesses nationales. Ici, la transformation dépasse largement la sphère militaire. Elle consiste à réinventer les relations internationales, passer de la dépendance à des accords fondés sur le respect, la réciprocité et des engagements limités dans le temps. Fini d'attendre un signal extérieur pour agir ou protéger son avenir. Être souverain, c'est choisir, produire, réparer, défendre, sans demander la permission ni subir l'agenda d'autrui. Le Burkina Faso prouve que l'indépendance réelle commence par la maîtrise de ses propres décisions, face à la pression diplomatique comme aux défis économiques ou éducatifs. Ce réveil burkinabé fait tache d'huile dans la région. Au Mali, au Niger, partout l'écho grandit. Retrouver la dignité n'est plus un slogan, c'est un acte. On la touche dans les récoltes locales, dans la jeunesse formée en mouré, en dioula ou en fulfulde, dans l'entretien des routes, dans la résistance aux accords à sens unique.
Pour chaque citoyen, ce tournant dépasse la politique d'État. Comprendre que ce bouleversement structurel ouvre la porte à plus d'opportunités et à moins de tutelles, c'est entrevoir un futur où l'on choisit enfin sa trajectoire. Une identité retrouvée, une économie qui profite à ceux qui la bâtissent, une sécurité pensée par et pour la population. Prenons l'exemple d'une coopérative agricole au nord du Burkina Faso, qui depuis 2020 produit du coton biologique exporté directement vers l'Asie, sans passer par les filières contrôlées par les multinationales occidentales. C'est là que se mesure concrètement le changement de paradigme. Face à ce choix, l'hésitation n'est plus possible. Adopter ce nouveau cap, c'est miser sur l'émancipation, la croissance, la dignité. L'ignorer, c'est risquer de s'enliser dans la stagnation et la dépendance. L'enjeu est immense, il s'agit tout simplement de savoir qui écrira la prochaine page de l'histoire africaine. Mais ce chemin vers la souveraineté n'est pas sans obstacle. Les forces qui s'opposent à ce nouveau paradigme ne comptent pas reculer sans livrer bataille. Souvenons-nous du cas de la Tanzanie de Julius Nyerere, qui a osé le socialisme africain dans les années 60, affrontant blocus et critiques acerbes. Mais cette audace a permis au pays d'expérimenter des modèles de développement adaptés à sa réalité. L'histoire africaine n'est plus seulement racontée sur le continent, elle est désormais écrite par lui, chaque jour davantage. Nous sommes à un tournant décisif. L'attente et la justification appartiennent au passé. Aujourd'hui, l'Afrique forge son propre destin, brise le carcan des dépendances anciennes et rejette la soumission aux modèles venus d'ailleurs. Le bras de fer entre le Burkina Faso et le Nigeria n'a rien d'anodin. Plus qu'un simple affrontement, il marque la fin d'une ère, celle du modèle de permission, où chaque choix crucial devait passer sous le regard approbateur d'une puissance étrangère. Accepter ce modèle, c'est accepter d'être un pion sur l'échiquier d'autrui. Mais refuser cette logique, c'est rebattre toutes les cartes, redessiner la partie. Le Burkina Faso, sans bruit ni ostentation, a rappelé à toute l'Afrique et au monde que la première libération à mener est dans les esprits. Si vous voyez cette crise comme un simple duel, détrompez-vous. L'enjeu dépasse les uniformes et les blindés. Il s'agit pour chaque nation africaine de décider par elle-même, d'exercer un contrôle réel sur ses ressources, de choisir ses alliances, de tracer ses frontières, physiques et mentales, sans autorisation extérieure. Rester spectateur aujourd'hui, c'est accepter que d'autres écrivent encore l'avenir du continent. C'est laisser le voisin ou la grande capitale décider à votre place. Agir, c'est participer à la redéfinition de l'Afrique, c'est transformer la crise en possibilité. Chacun a un rôle à jouer, car la souveraineté ne se limite pas au palais présidentiel ou au champ de bataille. Elle se construit partout, dans le quotidien, dans chaque quartier, dans chaque décision. Elle commence par refuser la résignation et s'incarne dans le choix d'agir là où l'on se trouve. Ce n'est plus l'affaire exclusive des chefs d'État ou des militaires. C'est une affaire collective. Entrepreneurs, enseignants, étudiantes, ouvrières, artistes. L'histoire moderne de l'Afrique ne s'impose plus d'en haut. Elle se vit à hauteur d'hommes et de femmes, sur les marchés, dans les universités, dans la diaspora. Osez sortir du rôle de spectateur. Saisissez l'opportunité de faire de la crise un point de départ. Chaque geste, chaque mot, chaque projet alimente cette renaissance. Si le Burkina Faso a imposé un respect nouveau, c'est parce que cette transformation est d'abord intime, enracinée dans la dignité retrouvée d'un peuple qui refuse la fatalité. L'Afrique nouvelle ne demande plus la permission d'exister. Elle s'affirme sûre d'elle selon ses propres termes. La vraie révolution ne se mesure pas à la violence ou au bruit, mais à la persévérance quotidienne, celle qui refuse la résignation et bâtit patiemment l'autonomie collective, pierre après pierre. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se passer de tutelle. Elle est de savoir qui aura le courage de rejoindre le mouvement, qui portera la flamme, qui saisira la parole sans attendre qu'on la lui accorde. Alors quel sera votre choix ? Attendre encore ou devenir acteur de cette ère nouvelle ? L'histoire s'accélère, chaque voix compte. Le futur du continent s'écrit désormais en son centre par ses propres décisions. Pour conclure, gardons à l'esprit que cette mutation ne se limite pas à l'Afrique de l'Ouest. Elle inspire déjà le reste du continent. En Afrique centrale, des voix s'élèvent pour réclamer la révision des contrats miniers. En Afrique australe, on assiste à une montée en puissance des initiatives entrepreneuriales destinées à réduire la dépendance aux importations. En définitive, la leçon à retenir est celle-ci. L'émancipation ne s'octroie pas, elle se conquiert. L'Afrique, à travers chaque acte de souveraineté, chaque refus de la fatalité, montre au monde qu'elle est prête à écrire une histoire nouvelle. Une histoire où la permission n'est plus une condition,
mais une page tournée. À vous maintenant de décider de quel côté de l'histoire vous voulez vous tenir. Serez-vous acteur de ce renouveau ou simple spectateur du changement? L'heure n'est plus à l'attente. L'Afrique avance et elle n'a plus besoin de demander la permission.